Mais la sorcellerie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est pas maçonnique, ça, hein. Ah, mais bon, ce sont des rumeurs. Mais ça, moi, j'ai entendu ça depuis que Des je me rumeurs connais, parce ou qu'il y simplement, a, ou simplement un détournement de doctrine, ça peut arriver. Parce que ceux qui le font se prévalent être des francs-maçons. Et puis on le voit hein, dans Brazzaville, tout le monde se connaît. C'est le moins qu'on peut dire. Tout le monde se connaît au Congo-Brazzaville. Et quand quelqu'un agit ou fait un certain nombre de choses, se comporte d'une certaine manière, tout le monde voit ce qui se passe. Probablement que c'est une mauvaise interprétation, mais ce que je venais d'évoquer, c'est des choses aussi que l'on vit au Congo-Brazzaville, qu'on voit, et ces gens-là sont parfois des formations, je ne sais pas, je ne dis pas seulement des formations, même chez les chrétiens aussi arrivent, et les sacrifices, par exemple, rituels et autres, tout ça, ça existe. Et quelqu'un me posait d'ailleurs la question de savoir, mais c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, s'il y avait compatibilité entre les chrétiens et les francs-maçons. Vous m'avez dit, c'est possible, c'est faisable. Mais parce que dans le cadre de la culture, nous savons par exemple, Denis Sassou Nguesso est un Kani, un chef Kani en plus. Dans le même temps, il est grand maître de la loge. Et donc, étant aussi président de la République, donc en sa qualité de président de la République, tout ce qu'il fait a une interprétation. Soit comme qui dirait, dans le sens de la franc-maçonnerie, on peut interpréter ses actes par rapport à son titre de Kani, on peut interpréter aussi ses actes en sa qualité de président de la République. Vous voyez? Et là, souvent, c'est difficile à dissocier. il n'y a pas incompatibilité entre être franc-maçon et entre être, par exemple, une société. Bon, moi, je ne suis pas. La société caniste, j'en entends par les amis, par les écrits, hein. C'est une société de sagesse. Et il ne peut pas y avoir une incompatibilité entre la franc-maçonnerie et un endroit où prédomine la sagesse. Bon, maintenant, ce qui se passe ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Alors, moi, je ne peux pas vous dire que ceux qui sont francs-maçons ne font. Pourquoi ils font des sacrifices? J'en ai pas les preuves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le maçon qui vient en loge. Nous avons une méthode. Nous faisons des planches sur la société. Salut, mesdames, messieurs, merci de suivre Telar TV R7. Avec moi sur ce plateau, Joseph Badila, ancien haut fonctionnaire au Congo-Brazzaville, écrivain prolifique, auteur du livre La franc-maçonnerie à l'épreuve des particularismes en Afrique. Bonjour, Joseph Badila. Bonjour, Monsieur Perrin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes franc-maçon, vous l'assumez pleinement au public. Vous êtes d'ailleurs pionnier de cette loge au Congo-Brazzaville, c'est bien cela. Oui, effectivement, il y a eu. En fait, la maçonnerie s'est faite en deux étapes ici. Il y a d'abord cette maçonnerie qu'on appelait la maçonnerie des hommes au casque blanc, c'est-à-dire des administrateurs des colonies, qui sont restés de 1912 jusque dans les années 60 et qui, se sentant en insécurité, ont préféré fermer les portes du temple. Et donc nous autres Congolais, jeunes Congolais, nous sommes revenus dans les années 83 pour ce qu'on appelle l'allumage des feux. Et donc, effectivement, nous sommes venus en 83 et à partir de là, nous avons essayé de remettre les choses sur les rails. Et nous y sommes. Mais est-ce que c'est la même obédience? Bon, disons que nous avions commencé d'abord par une loge du Grand Orme de France, parce que nous n'étions pas une obédience. Parce que pour créer une obédience, il faut avoir trois loges. Donc nous avons commencé d'abord par cette loge, et puis après nous avons créé les loges nationales. Et lorsque nous avons eu euh, trois loges, parce que c'est le minimum qu'il faut pour créer une obédience, nous avons créé une obédience que nous avons appelée le Grand Orient et Loge associée du Congo, et nous sommes là en 87. Alors, on va parler donc
de la franc-maçonnerie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que lorsque vous prononcez franc-maçonnerie, la vérité, c'est qu'au Congo, ça paraît beaucoup plus mythique. Alors, c'est quoi concrètement la franc-maçonnerie, sa doctrine, c'est quoi? Bon, disons que la franc-maçonnerie est née en Angleterre. Contrairement à ce qui se dit en Afrique, les gens ont tendance à, disons, définir la maçonnerie comme étant le creuset de la sorcellerie. C'est absolument faux. Elle est née en Angleterre à l'issue de deux événements importants pour ce pays. Il y a eu d'abord la révolution de 1749, et puis après, bien entendu, non, avant, il y a eu la guerre des Cent Ans, après, il y a eu la révolution de 1749. Et donc, c'est la notion, l'essentialité, en fait, de la franc-maçonnerie repose sur ce qu'on appelle la construction. Parce que la construction veut dire quoi? Ceux qui ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui la maçonnerie moderne se sont basés d'abord sur la construction des cathédrales, les tailleurs de pierre qui ont fait des choses extraordinaires. À partir de ce moment-là, ceux qui étaient les intellectuels, les scientifiques comme les Newton, qui étaient à Londres, n'est-ce pas, se sont intéressés et se sont rapprochés de ceux qui étaient sur les chantiers. Parce que ceux qui étaient sur les chantiers avaient une organisation qui correspondait exactement à l'organisation maçonnique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils avaient des apprentis, ils avaient des compagnons et ils avaient des maîtres. Alors, ceux qui sont sortis, Pardon, Monsieur Badila, oui, lorsque vous dites la construction des cathédrales, là, il s'agit de quelle cathédrale? L'Église mais catholique? les cathédrales en Europe, que ce soit à Londres, que ce soit en France, vous voyez par exemple une église, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est des chefs-d'œuvre à l'époque. Les gens n'avaient pas les machines que nous avons aujourd'hui, mais c'était vraiment des tailleurs de pierre, comme on les appelait, des charpentiers. Et donc, les intellectuels londoniens ou européens, disons tout simplement, étaient émerveillés de voir ces gens à l'ouvrage. Et donc, ils se sont dit, mais eux, et à ce moment-là, ça a été le début de ce qu'on appelait la maçonnerie acceptée, c'est-à-dire qu'il y avait cette rencontre entre ceux qui étaient sur le chantier, c'est-à-dire les ouvriers, les ingénieurs, et ceux qui sortaient des milieux scientifiques pour voir qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, qu'a vu le jour la première loge en 1717. Et après 1717, il y a eu un pasteur au nom d'Anderson qui a écrit sur un document de référence qui s'appelle Les Constitutions d'Anderson et qui se trouve encore aujourd'hui le document de référence de toute la franc-maçonnerie, de la franc-maçonnerie universelle. Alors, est-ce que Et à partir de maintenant on peut là, parler, pardon, Joseph Badila, est-ce que maintenant on peut parler des principes, des valeurs qu'incarne la franc-maçonnerie? les principes, c'est quoi d'abord les principes? Les principes, c'est ce qui vient en priorité. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est ce qui fait de l'homme, qui rend l'homme, la dignité à l'être humain, je veux dire. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ces valeurs, c'est ces principes. Alors, c'est quoi ces principes? Ben, ces principes, c'est ce qui font que l'être dans son processus puisse se construire. Parce que quand nous sommes initiés, il y a deux notions essentielles pour l'initié, c'est la mort et la renaissance. La mort, ça veut dire quoi? C'est pas la mort physique, bien entendu, mais la mort initiatique qui nous permet, nous, en tant que maçons, de tourner la page, pour faire simple, tourner la page et reconstruire une autre, et refaire une autre page, mais cette fois-ci avec les principes et les valeurs. Et c'est pour cela que, en réalité, la franc-maçonnerie, pour la définir tout simplement, c'est la quête de sens. Qu'est-ce que cela veut dire, la quête de sens? La quête de sens, c'est tout simplement se donner une orientation dans sa vie. Comment on veut vivre? Comment on veut mener sa vie? Et depuis la cellule familiale, parce que le franc-maçon, c'est celui aussi qui doit créer les conditions pour que la famille familiale puisse exister en parfaite harmonie avec l'enfant. Et après, la cellule familiale, il y a la société, bien entendu. Qu'est-ce que la société peut attendre d'un franc-maçon? Travaillons avec les outils. Alors, les outils, comme je le disais tantôt, ceux qui ont été à l'origine de la franc-maçonnerie ont en quelque sorte récupéré les outils qui ont permis
aux bâtisseurs des cathédrales de faire des merveilles. Et donc, ces outils, c'est la truelle, c'est le fil à plan, enfin, tout ce qui rentre sur le chantier de la maçonnerie factuelle. Parce que la définition de la maçonnerie, elle est simple. Changer l'homme pour améliorer la cité. D'entrée de jeu, je rappelais que vous êtes auteur du roman La franc-maçonnerie à l'épreuve des particularismes en Afrique. On va donc parler de la franc-maçonnerie en Afrique. Lorsque vous avez commencé l'historique, vous avez rappelé que elle est née en Angleterre, c'est bien cela. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des Africains qui s'intéressent à cette loge, s'il faut le dire comme ça, à la franc-maçonnerie. Et là, vous parlez des particularismes en Afrique. Est-ce qu'on peut d'abord comprendre euh, qu'avez-vous voulu dire par particularisme en Afrique? Alors, les particularismes, c'est quoi? C'est, en fait, sont les caractéristiques, n'est-ce pas, d'une communauté. Je vous donne une chose simple. Il y a 2 jours, j'étais à une réunion importante ici à Brazzaville. On nous a convoqués à 19 heures. Les premiers participants sont arrivés à 21 heures. Vous vous rendez compte? Le temps, time is money, comme on dit chez vous. Absolument. Nous manquons de rigueur. Parce qu'on ne peut pas construire sans rigueur. C'est impossible de construire sans la rigueur. Regardez aujourd'hui, moi j'ai été à Lomé il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. De quoi se plaignent les Africains aujourd'hui? Les Africains considèrent que nos États sont faibles. Mais vous savez, quand un État est faible, quels que soient les projets que vous avez, les projets ne peuvent pas tenir parce que la corruption a gagné toute l'étendue. Alors, il faut revenir à l'essentiel. C'est pour ça que chez nous, les maçons, on dit les principes et les valeurs. Parce que si nous ne revenons pas aux fondamentaux, il sera difficile de se doter des États modernes, comme disait un peu Obama. Il faut construire des institutions fortes. Mais les institutions fortes, il faut les construire justement avec des hommes imprégnés des principes et des valeurs. Et nous, sur le plan maçonnique, lorsque nous parlons par exemple des valeurs républicaines, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Regardez par exemple, l'Afrique était un continent qui, à l'époque qui venait, qui était reconnu comme une société où la sociabilité était de rigueur. Mais aujourd'hui, cette notion même de sociabilité est en train de disparaître. Qu'est-ce qui va nous rester si nous n'avons plus l'hospitalité? Si il se pose là maintenant un problème de notre propre identité. Parce que l'identité de l'Africain hier, c'était entre autres l'hospitalité. Et ça, c'est des principes chez Monsieur nous, c'est des Badila, valeurs. vous Oui. aviez eu, comme vous avez dit tout à l'heure, vous aviez en réunion à 19 heures. Certains membres sont arrivés autour de 21 heures, c'est ce que vous avez dit. Et au Congo, je ne sais pas si c'est moi qui interprète mal, mais on a souvent constaté que les réunions de la franc-maçonnerie ne se tiennent souvent que le soir, sinon la nuit. Y a-t-il une explication à cela? Mais là, je ne parlais pas d'une réunion maçonnique, hein. C'est un exemple que Bon, moi, j'ai je donné parle dans maintenant beaucoup d'une des réunions réunion profanes. maçonniques. Bon, mais les réunions maçonniques se tiennent de nuit comme se tiennent de jour, hein. Il y a des réunions, par exemple, qui se tiennent le matin. Il y a absolument aucun problème à ce qu'une réunion maçonnique se tienne ou le matin, ou la mi-journée, ou le soir. Et donc, tout à l'heure, vous disiez que la franc-maçonnerie insiste en fait sur les qualités morales, c'est ce que j'ai cru comprendre, quoi, et l'exemplarité de la conduite exigée hein, de ses membres. Mais de plus en plus, on constate que finalement, les Africains, je vais prendre juste le cas, bien entendu, des présidents ou des chefs d'État africains, puisque, il y a un journal d'ailleurs sénégalais qui affirmait en septembre 2021, bien sûr, que la plupart des chefs d'État africains étaient devenus des francs-maçons. Et ce qui est curieux, je peux me tromper, mais lorsqu'on observe ces chefs d'État, généralement, ils ne donnent pas l'exemple tel que voulu par la franc-maçonnerie, tel que j'ai lu ça. Est-ce que je me suis trompé d'appréciation? Alors, moi, non, moi, sur ce débat, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on focalise la franc-maçonnerie par rapport au chef d'État. Vous savez, nous sommes nombreux aujourd'hui en Afrique, mais on ne parle que de 5 ou 10 maçons.
Il y a des milliers de maçons qui sont tapis dans l'ombre, hein, mais qui Oui, travaillent, mais qui sont dans les monsieur Joseph sociétés, qui sont Badila, au niveau de ils l'État. sont Ils doivent nombreux, avoir. ils sont des milliers, ils sont des millions, Oui. c'est une chose, mais il y a ce qu'on appelle le symbole. Et vous êtes même bien placé pour expliquer ce que c'est qu'un symbole. Les chefs d'État sont des grands symboles en Afrique. C'est-à-dire, par eux, d'autres essaient d'imiter ou de les ressembler, en fait. Quand un chef d'État, par exemple, et dans la plupart des cas, ce sont des maîtres de loge. Je ne pense pas me tromper. Et là aussi, on y reviendra pour comprendre le pourquoi. Et donc, ils sont quand même à la tête de ces États et on les appelle les premiers citoyens. Et donc, s'ils sont déjà au départ des francs-maçons, mieux encore, ils devaient être des modèles, non, face à leur peuple. Mais on constate bien le contraire. Voilà pourquoi je vous ai dit, est-ce que je me trompe? Le problème n'est pas seulement de savoir, oui, c'est des chefs d'État ou des simples citoyens, mais il y a des représentations. Et ce n'est pas pour rien non plus qu'on a fait d'eux des maîtres de loge. Non, les maîtres de loge, il y en a plusieurs. Je comprends ce que vous voulez dire. Ce que vous voulez dire, c'est que effectivement, il y a eu des cas où on a initié des, des chefs d'État et puis qu'on a propulsé comme étant des autorités maçonniques de premier plan, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous des grands maîtres. Je crois que ce que vous avez voulu, Les ce que grands vous voulez maîtres, oui, dire. oui. Bon, pour ce voilà, les grands maîtres. Parce qu'en dehors des grands maîtres, vous avez des maîtres. Hein, des maîtres, il y en a beaucoup hein, dans une loge. Mais celui qui dirige, par exemple, une loge, c'est ce qu'on appelle qui dirige une obédience, ce qu'on appelle le grand maître. Bon. Le grand maître, oui. Mais le problème du maçon, elle est assez complexe à la fois. Vous savez, tel que vous êtes, M. Perrin, je suis que vous avez des condisciples au CP1. Mais ces condisciples, s'ils n'ont pas fait le cursus, le même cursus que vous, évidemment, si vous vous retrouvez, le centre d'intérêt ne sera pas le même. Et en maçonnerie, c'est pareil. Hein. La maçonnerie, c'est un cursus et qui commence à partir de l'initiation. Dès lors que vous êtes dans l'initiation, vous êtes dans un processus qui va vous permettre de vous améliorer. Mais c'est parce que la maçonnerie, c'est la synthèse de la culture judéo-chrétienne et de la philosophie, celle qui commence à la fin du XVIIe siècle et qui arrive jusqu'au XVIIIe siècle, qu'on appelle le siècle des Lumières, en fait. C'est ça, cette synthèse-là. Alors, c'est un travail d'abord individuel avant qu'elle devienne collectif. Le vrai problème qui se pose, nous avons beaucoup de nos, je dirais, des compatriotes ou d'ailleurs, qui fréquentent les loges, mais la question qu'on se pose quelquefois, est-ce que, c'est parce que l'instruction, on peut être instruit et ne pas être ouvert à la formation, à d'autres intérêts. Alors le problème qui se pose, c'est comment faut-il faire pour s'approprier la culture maçonnique? C'est ça le vrai problème que nous avons. Et moi, je dis toujours que lorsque vous êtes, par exemple, une centaine de francs-maçons, trouver 10 bons maçons, c'est toujours pas évident. Parce que ça exige quoi? Ça exige le travail, la patience. On ne forme pas un maçon en 5 ans, monsieur Perrin. On forme un maçon en plusieurs années. Encore que, il faut beaucoup travailler, il faut de l'endurance, il faut lire. Et malheureusement, le problème que nous constatons aujourd'hui, particulièrement en Afrique, c'est qu'il y a une régression intellectuelle, tout simplement parce que la société est devenue ce qu'elle est devenue. Les gens ne lisent pas beaucoup. Et ça se reflète même au niveau, comme on dit chez nous, sur Oui, mais notre. donc, s'il y a Et régression au donc, je niveau crois que le intellectuel, travail quels sont, oui. comment la franc-maçonnerie opère-t-elle pour soit gravir les échelons? Je ne sais pas comment ça se passe. Et chez nous, lorsque je parle des chefs d'État, généralement, ce sont, vous l'avez d'abord rappelé, des grands maîtres. Et pour être grand maître, je crois qu'il y a des échelles, il y a des étapes que l'on d'abord qu'on va suivre ou qu'on va respecter. On ne devient pas grand maître comme ça d'un jour à l'autre. On peut prendre des mesures, disons, exceptionnelles, Exceptionnel. qu'à partir du moment où un frère est maître, qu'on le propulse à un niveau de responsabilité pour lui permettre d'organiser la communauté maçonnique. Vous savez, on est des hommes. Hein. Quelquefois, nous recevons dans nos loges des gens qui viennent là et qu'on constate qu'ils n'ont pas le niveau
Mais bon, mais on dit chez nous que l'homme est perfectible. On se dit peut-être que le niveau, avec l'accompagnement, avec le milieu, peut-être que les choses, la personne va œuvrer, n'est-ce pas, pour son propre perfectionnement, mais quelquefois, il arrive que nous avons des problèmes, beaucoup de problèmes que malheureusement, et ce qui fait que c'est justement pour, je parle des particularismes, parce que ce sont des caractéristiques quelquefois qui sont difficiles. Parce que en réalité, on a tous connu des moments difficiles, des moments de doute, mais quand on y met la volonté et l'organisation, je pense qu'on peut effectivement accéder vers cette culture. C'est cette culture justement qui permet aux maçons de ne pas oublier ce qu'il est, c'est-à-dire de ne pas oublier son identité maçonnique. Parce que ce qui fait l'identité maçonnique, c'est l'histoire et la culture. D'emblée, vous avez commencé par me poser des questions référentes à l'histoire, parce que l'histoire, c'est très important. D'où nous venons? Il faut savoir que, comme les sociétés anglaises, les sociétés américaines, la maçonnerie a été le conservatoire des valeurs américaines. Donc, c'est pour vous dire à quel point, dans le pays dans lequel vous vivez, vous pouvez, par exemple, aller à Washington, vous trouverez beaucoup de symboles dans les institutions, mais aussi dans ce qui fait la beauté de la ville de Washington. Donc, vous voyez, même dans le dollar, il y a des symboles qui, effectivement, qui sont maçonniques. Ouais, c'est pour vous dire que Oui, c'est quand même évidemment. une Alors, si institution qui dans le dollar, il y a des symboles maçonniques, parce que la franc-maçonnerie a réussi aux États-Unis, pourquoi pas en Europe. La franc-maçonnerie, tout le monde le sait, a participé évidemment à la construction de ces sociétés dites modernes. Et on a d'ailleurs rappelé que la franc-maçonnerie, évidemment, participe aussi à l'évolution sociale, à l'émancipation humaine, à la construction de la vie humaine. Alors, moi, ma question serait de savoir, 41 ans après l'installation de la franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville, bien entendu, quelle évaluation faites-vous de son action au Congo, sur le plan socio-économique, par exemple? Pourquoi pas politique aussi? bon, vous voyez, la, la différence, je prends un exemple simple. La différence entre une alliance maçonnique et un parti politique, c'est que le parti politique utilise la radio, utilise la télévision, n'est-ce pas, pour s'exprimer tous les jours pratiquement. Et nous, nous avons un principe, c'est la discrétion. Lorsque nous avons connu les premiers événements au sorti de la conférence nationale en 93, les barricades de Brazzaville, par exemple, nous avions écrit au président Bongo pour dire que la raison avait quitté la cité de Brazzaville. Et le président Bongo nous a envoyé le président du Sénat et toute une délégation qui est venue. Et avec cette délégation, nous avons sillonné Brazzaville. On a été chez le président Sassou, on a été chez le président Yombi, on a été chez le président Lissouba, chez le président Kolela, et ainsi de suite. Et chez d'autres responsables politiques. Et nous avons, nous, maçons, participé en quelque sorte à ce qu'on appelait la déclaration de Libreville. C'est-à-dire que nous avions donné notre point de vue et comment nous pensions à l'époque à ramener la paix dans le pays. Et une fois qu'on a trouvé ce compromis maçonnique, nous nous sommes retrouvés pour un compromis politique. Mais ça, les journaux n'en ont pas parlé. Mais je l'écris dans mon premier ouvrage parce que j'ai publié un ouvrage en 2004 où je parle de ça. Autre exemple, en 97, lorsque les événements de Brazzaville éclatent, quelques 15 jours plus tard, moi j'arrive à Libreville et vous savez que le président Bongo était le président de la médiation. Et le président Bongo nous a demandé une chose, c'est de l'appuyer par une négociation maçonnique également, mais qui, elle, bien entendu, était dans les coulisses. Et nous avons participé à un certain nombre, nous avons, disons, suggéré un certain nombre de, 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 de voies et des moyens pour arriver, par exemple, à trouver une solution. Je vous donne un exemple. La fameuse conférence qui a fait Pchit à Libreville, où le président Lissouba devait être entendu par ses pairs africains, c'est une proposition des maçons. Hein. Nous avons proposé, par exemple, au président Bongo un certain nombre de noms ou un nom, par exemple, pour faire de telle sorte que nous avions cru qu'à l'époque, si cette personne avait été nommée, peut-être qu'on aurait évité ce qui s'est passé par la suite. Enfin bref. Et donc, nous participons.
mais nous restons discrets. Et puis évidemment, nous avons aussi des contacts avec les hommes politiques aussi pour dire quand même quel est notre point de vue par rapport à la marche de l'État. Mais vous savez, un homme politique ne dépend pas de son obédience maçonnique. Il peut être, mais à partir du moment où ce n'est pas l'obédience qui a fait de cet homme, un chef d'État, il relève beaucoup plus de son parti politique. Et là, c'est Oui, tout le mais, problème. Joseph Parce que Badila, nous nous disons, pardon, j'ai posé la oui, question simplement parce qu'au Congo, et cela n'échappe à personne, la plupart, on peut les mm, compter comme ça, je peux me tromper, mais 98% des gouvernants congolais sont des francs-maçons. Du président de la République au ministre, au bien, gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, tous sont des francs-maçons. Et quand je pose la question de savoir l'impact, évidemment, de la franc-maçonnerie au Congo, 41 ans après, c'est vrai, on peut dissocier la politique à la franc-maçonnerie, mais dans le même temps, ce sont des membres de la confrérie qui sont à la tête du Congo. Et depuis bien longtemps, depuis presque 40 ans, évidemment. Voilà pourquoi je pose la question, quelle évaluation faites-vous? Sinon, vous nous diriez, est-ce que lorsque vos membres, par exemple, dévient, s'il faut le dire, sinon s'éloignent des principes et des valeurs de la franc-maçonnerie, vous arrivez parfois à les sanctionner ou non? j'ai dit tantôt qu'on on ne forme pas un maçon en 5 ans. C'est plus que ça pour former un maçon. Deuxièmement, c'est pas parce que vous êtes nommé ministre que vous devenez maçon si avant ça vous n'avez pas été, vous n'avez fait montre d'aucun courage, d'aucun effort pour devenir un franc-maçon. On n'est pas maçon, on le devient. Vous savez, quand on est initié, j'aime à répéter ce passage, quand on est initié, on reçoit ce qu'on appelle la lumière. Mais elle est physique, c'est là. C'est la même lumière que nous voyons. Mais la lumière la plus importante pour le maçon, c'est la lumière philosophique. Mais c'est là, on l'acquiert avec le travail philosophique. La maçonnerie, c'est vraiment un lieu ou un cadre dans lequel l'homme est appelé vraiment à se métamorphoser. Mais le problème qui se pose, est-ce que le ministre, lorsqu'il est nommé, ça se passe pas seulement ici, hein, mais partout, est-ce que le ministre, quand il est nommé, est-ce qu'il a travaillé suffisamment pour s'approprier cette culture maçonnique, pour se rappeler que lorsqu'il arrive aux affaires, qu'il est maçon, aux affaires, qu'il n'a pas fait un cursus tel que nous l'exigeons, nous. Et ce n'est pas parce qu'il est franc-maçon qu'il va faire des prouesses dans un gouvernement. Mais ce qui est intéressant, et c'est là où je crois que j'essaie de capter un peu votre préoccupation, quand on est ministre, on doit se dire une chose, surtout lorsqu'on est franc-maçon, on doit se dire, je suis là, je suis nommé ministre, je ne sais pas combien de temps ça va rester, mais avant que je ne quitte ce ministère, parce que c'est une mission, c'est un ministère, il faut bien le définir comme tel, il faut que je laisse quelque chose. Et ça, c'est quand on a compris le rôle du maçon. Mais si on n'a pas compris ce rôle du maçon, on ne peut pas, même lorsqu'on arrive au gouvernement, avoir cette ambition de laisser quelque chose. Parce qu'effectivement, on le voit dans la cité, on le voit un peu partout. Nous avons beaucoup de maçons qui ont reçu la lumière, mais qui ne travaillent pas. Nous avons reçu beaucoup de profanes qui sont devenus francs-maçons, et malheureusement, qui ont du mal à beaucoup travailler et qui ont du mal je reviens encore à ce mot qui est important, à ce verbe qui est très important, s'approprier la culture maçonnique. Parce que si si vous ne vous appropriez pas cette culture maçonnique, quelle que soit la fonction que vous avez, quel que soit le grade que vous avez, eh ben, ça va être très difficile parce que vous n'aurez pas le courage d'exprimer vos idées, vous Est-ce que, n'aurez pas non plus monsieur Joseph Badila, vous êtes en train. la lucidité d'éclairer la cité, comme on dit. Oui, monsieur Joseph Badila, est-ce que vous êtes en train là de nous parler finalement des mauvais élèves de la franc-maçonnerie ou bien des gens qui sont finalement incompatibles? Et c'est la question que j'allais vous poser après. Si la franc-maçonnerie est bel et bien compatible à la culture, pour ne pas exagérer, africaine, la culture congolaise, par exemple. Parce que là, vous nous dites,
ils sont nombreux qui arrivent, qui intègrent la loge, mais après, bon, on se rend bien compte qu'ils n'arrivent pas à bien s'adapter. Parfois, soit ils sont vents, mais même ceux qui sont là n'arrivent pas, évidemment, à suivre ou à refléter les valeurs de la franc-maçonnerie. Est-ce que ce n'est pas un problème d'incompatibilité, finalement? Non, moi, la maçonnerie est compatible avec, je dirais même, avec la tradition africaine. La maçonnerie est compatible avec l'homme africain. La maçonnerie est compatible avec l'environnement africain. Moi, je suis franc-maçon, je suis fier de l'être, et croyez-moi, Monsieur Perrin, quand je suis dans une société comme la mienne, quand j'observe la nature, je me sens bien dans cette nature, et chaque élément de la nature, pour moi, est une chose sur laquelle un maçon peut non seulement s'émerveiller, mais en même temps, à partir du symbole, créer les conditions d'une recherche permanente, comme nous le disons. Mais le vrai problème qui se pose, ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, hein. Moi, je travaille aussi en Europe, hein, sur le plan maçonnique, bien entendu. Et vous savez, vous avez ce que nous appelons chez nous les mauvais compagnons, c'est-à-dire des gens, vous commencez ensemble, après ils déroutent. Et ça, vous les trouvez aussi bien dans les loges africaines que dans les loges aux États-Unis. Il y a Oui, toujours oui, oui, bon, monsieur au Joseph moindre Badila. C'est vrai que les en parutions, on les Europe. trouve partout, hein. Et Oui, vous avez raison. Les parutions, on les trouve les partout. Les mauvais méchants brebis, aussi. on les retrouve partout. Voilà, les méchants aussi, on les retrouve partout, mais lorsque nous parlons, par exemple, du Congo-Brazzaville, c'est quand même 41 ans déjà d'expérience de la franc-maçonnerie. Et Non, lorsque nous apprenons qu'ailleurs, la franc-maçonnerie a aidé les sociétés à avancer, à se développer, à construire l'homme en tant que tel, après, il faut qu'on se pose la question. On ne va pas non plus diluer la paresse des Africains pour dire que non, parce qu'en Europe aussi ça existe, c'est comme, bon, quelqu'un qui se livre un peu aux antivaleurs et qui dit, ben, écoutez, je ne suis pas seul, les autres aussi font la même chose. Non. Moi, je veux qu'on se concentre sur les Congolais qui ont en fait adhéré à la loge, qui pourtant, dans un premier début, à la première lecture, on se rend bien compte que c'est une loge qui est très sévère et qui fait la promotion des valeurs, j'allais dire, universelles. C'est ce que j'ai cru lire. Mais après, on se pose la question, pourquoi chez nous, par exemple au Congo, ceux qui ont moi, adhéré à cette loge je vous n'arrivent ai, pas à refléter, c'est-à-dire à donner des bons vous savez, exemples? je vais vous dire une chose. Je vous prends un exemple. Vous savez, le Grand Trône de France a vu le jour en 1773. Et quand vous voyez, par exemple, le débat qu'il y a eu dans les loges, qui a débouché sur ce qu'on appelle la loi 1901 et qui a permis à la France de devenir un pays démocratique, du fait qu'il y a des associations politiques et autres qui ont commencé à voir le jour, c'est en 1901. Vous voyez donc le temps qu'il faut. 40 ans, M. Perrin, c'est beaucoup, mais pour former des générations, c'est pas beaucoup. Oui, monsieur Moi, Joseph je pense Attila, que une génération, c'est 10 ans. oui, oui, oui. Non, mais je viens. 40 ans, vous me direz, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais vous savez, la maçonnerie, c'est pas un cercle politique, la maçonnerie. La maçonnerie fait des propositions. Mais comme je l'ai dit tantôt, les gens qui nous gouvernent relèvent, eux, des partis politiques. Sauf que nous constatons seulement que les partis politiques prédominent sur la marche de la société. C'est vrai, je vous comprends. On aurait pu tenir compte également de nos propositions, surtout que nous avons un certain nombre de frères et de sœurs qui ont reçu la lumière. On le souhaite, mais malheureusement, ce n'est pas le moment parce que peut-être ces frères considèrent qu'ils ne sont pas là grâce aux obédiences maçonniques. Bon, mais je crois que quand je parle du temps, c'est peut-être un problème générationnel. Viendra le moment où nous aurons des maçons qui seront aux affaires et qui peut-être auront un peu beaucoup plus le regard par rapport à la société. Je crois que c'est un problème de temps.
De mon point de Oui, le vue. problème de temps, moi je conviens avec vous, hein, vous dites peut-être viendra aussi le temps que des maçons, finalement, qui pourront faire de bonnes choses, mais moi je reste encore avec ceux qui sont là et je répète, j'insiste dessus, c'est que le Congo aujourd'hui est, je peux me tromper, après allez me le dire, mais le Congo est gouverné par des francs-maçons. Encore s'il y avait l'alternance politique à la tête du pays, on pouvait comprendre, bon, un tel a échoué, l'autre a réussi, ainsi de suite. Mais on a l'impression, peut-être pas l'impression, mais euh, c'est une vérité. Ceux qui sont à la tête du Congo, par exemple, ils sont depuis des décennies, en plus des membres de la franc-maçonnerie. Ce qui donne l'impression que lorsque eux travaillent mal, finalement, c'est la franc-maçonnerie qui travaille mal. Voilà pourquoi je vous posais la question de savoir quelle évaluation en faites-vous. Mais bon, jusque-là, en tout cas, moi, je ne suis pas encore, je n'ai peut-être pas encore eu la réponse que j'attendais. Parce que ceux qui sont là, c'est des formations. Prenons-les comme ça, c'est des formations. Bon ou mauvais, ce sont des formations. Alors, comment expliquer que 41 ans après, on est toujours aujourd'hui, et puis on parle au Congo d'un pays où bon, voilà, la population est dans la précarité totale, et puis souvent il y a des missions comme ça qui arrivent, et quelqu'un me disait d'ailleurs, mais est-ce que la franc-maçonnerie ne s'est pas substituée ou n'est pas un nouveau visage de la néocolonisation? Non, les préoccupations que vous exprimez là, elles sont palpables. Hein. Il suffit seulement d'être dans une cité pour observer tout ce que vous dites là. Mais je crois que le problème, c'est un problème de taille, c'est un problème de fond. Ne croyez pas que nous autres maçons, nous donnons, nous acclamons ce qui se passe dans le pays. Mais nous les rencontrons, ces frères. Hein. Nous leur disons un peu, nous sommes des observateurs, voilà ce que nous observons dans la société. Et voilà ce que doit être notre attitude si nous voulons devenir des maçons qui, dignes de nos valeurs, en fait, dignes de nos principes. Et c'est là où se pose tout le problème entre ceux qui relèvent des partis politiques et nous qui sommes encore restés, qui relevons des obédiences maçonniques. C'est un problème de fond. Nous en parlons. J'espère qu'arrivera un moment où on essaiera de trouver un compromis, comme la manière dont un frère qui arrive aux affaires peut se comporter dans la société. Mais les obédiences n'ont rien à voir avec un chef d'État qui est au pouvoir. Hein. Les obédiences n'ont rien à voir là-dedans. Vraiment, il y a une séparation nette entre les obédiences et les politiques. Et le maçon, s'il appartient à un parti politique ou s'il appartient à une institution, il doit apporter ses lumières, comme nous disons. Nous le disons. Mais encore qu'il faut savoir ce que nous appelons les lumières. Il faut d'abord s'approprier cette culture maçonnique. De mon point de vue, c'est vraiment le début de toute métamorphose d'un franc-maçon, qu'il soit blanc, noir, jaune, etc., etc. Alors, on va peut-être passer à un autre volet, toujours dans le cadre de la franc-maçonnerie. C'est le symbole, je ne sais pas comment vous appelez ça, le signe d'ordre. C'est bien cela, c'est-à-dire on place la main, je ne sais pas si c'est gauche ou droite, voilà. Et comme pour dire, j'aimerais mieux avoir la gorge coupée que de révéler le secret les secrets qui m'ont été confiés. Et à des grades un peu plus supérieurs. Et là, on dirait que mon cœur soit arraché si je trahis les secrets. Est-ce que je suis en train de comprendre que Vous depuis êtes bien là, informé, M. Perrin. mais bien, Vous êtes bien informé, M. Perrin. on apprend tout. Et Hein? donc, en fait, moi, je voulais un peu comprendre ici, parce que vous avez écrit aussi, il y a un livre où vous dites un peu plus loin, c'est vers, disons, la liberté, la fraternité, et voilà. Mais ici, c'est vrai que c'est une société secrète. Quel est ce secret que, bon, vous n'allez peut-être pas me le dire, puisque si vous-même vous le dites, eh bien, on va vous couper certainement la gorge. Je voulais un peu parler de la liberté, la fraternité et le secret.
à mon avis, en fait, c'est une Bon, impression que j'ai eue et c'est un paradoxe, c'est-à-dire de parler de la liberté quand on sait qu'on ne peut pas révéler un certain nombre de choses. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut aussi retenir pour qu'on ne nous dise pas concrètement ce qui se passe, par exemple, au Congo avec les frères maçons qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, affichent finalement des comportements déviants. Est-ce que monsieur Joseph Badila peut-être ne veut pas nous révéler certains secrets? C'est simplement ça. Mais sinon, la réalité, elle reste celle-là. On sait bien que moi, je vais peut-être insister là-dessus et les gens me trouveront bizarre. Je ne peux pas comprendre qu'on ait des maçons qui gèrent le pays, le Congo, depuis longtemps et qu'on se retrouve dans une telle situation et que M. Badila ne nous dise pas concrètement, voilà, nos amis ont quand même mal fait et pourquoi on ne les sanctionne pas? non, mais je voudrais d'abord revenir sur, parce que vous Le posez secret à garder, sinon plusieurs questions à la on se fois, fait hein. couper la D'accord. gorge. Non, mais je voudrais revenir sur le secret, parce que c'est un problème de fond. Vous touchez là Oui. même, d'ailleurs, l'aspect de nos rituels, hein. Les rituels, en fait, c'est le déroulé qui permet aux maçons comme aux chrétiens, quand ils sont à l'église, n'est-ce pas, de pouvoir travailler selon leur rituel, en fait. En Mhm. réalité, il n'y a pas de secret dans la maçonnerie. Monsieur Perrin, vous pouvez visiter des loges maçonniques en Angleterre, en Amérique. L'entrée est libre. C'est des gens qu'on voit aussi quelquefois défiler dans la société, dans les rues de Washington ou de Londres. Pourquoi la maçonnerie française elle est singulière? Elle est singulière tout simplement de par son histoire. Parce que quand il y a eu la Seconde Guerre mondiale, notamment, les occupants, les Allemands, lorsqu'ils débouchent, n'est-ce pas, sur la rue de Cadet, la rue Cadet, c'est-à-dire la rue qui abrite le siège de la rue Cadet, ils sont tombés sur les listes des francs-maçons. Et malheureusement, les maçons ont connu également le sort des juifs. On n'en parle pas beaucoup, mais ça a été une étape très noire de la maçonnerie universelle. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque les maçons reviennent après la guerre, notamment les maçons français, ils prennent les précautions quand même par rapport à leur existence dans la société. Mais la maçonnerie n'est pas secrète, elle est discrète. Je vais vous donner un exemple. Je suis arrivé à Brazzaville, j'ai profité d'une réunion, ce qu'on appelle le conseil de famille à Brazzaville. C'est ma famille, le chef de famille était là, au grand complet. J'ai dit, moi je suis franc-maçon, dites-moi, qu'est-ce que j'ai fait dans la famille de mauvais? Qu'est-ce que vous me reprochez? Donc ma famille, tout le monde sait que je suis franc-maçon, y compris le chef de famille. Donc je ne me cache pas. En plus, j'écris beaucoup, Monsieur Perrin. Je suis à la troisième publication d'un ouvrage sur la franc-maçonnerie. Vous pouvez voir en ligne ou vous rendre à Détrade, la librairie qui est juste à côté de la rue Cadet. Vous trouverez mes ouvrages. Et je dis, je m'ouvre en fait. Parce que la maçonnerie qui est la mienne, c'est laquelle j'appartiens, entre autres, celle du Grand Trône de France, c'est cette maçonnerie qui privilégie l'extériorisation. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher. Il faut que les gens me jugent par rapport à mon comportement. Je n'ai pas besoin de me cacher. Peut-être que parce qu'en se Mais cachant, justement, les gens font du n'importe quoi. Moi, je suis pourquoi sur les cette. autres se cachent-ils? Mais ils se cachent-ils peut-être parce qu'ils sont responsables de ce qu'ils font dans la société. Peut-être qu'ils se disent que mon comportement n'est pas. Bon, je sais ce que je fais. Et donc, je me cache. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis franc-maçon. Moi, je donne des conférences à l'Institut culturel français sur la franc-maçonnerie. J'écris, je ne me cache pas. Et je vois très peu de gens qui me font le reproche d'être franc-maçon. Pourtant, pourtant, les gens me voient et ils m'encouragent même. Ils m'encouragent même à continuer d'écrire, M. Badila. C'est bien ce que vous faites. Vous voyez? Donc, ça veut dire que quand ce que je disais tout à l'heure, on essaie de s'approprier, on ne prétend pas.
parce qu'on n'arrive jamais à la perfection, en fait. Mais on prétend aller vers. Et je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne suis pas seul dans cette société. Nous avons, nous sommes un certain nombre de frères dans ce pays. On n'en parle pas, mais qui fréquentent les loges et qui travaillent. Et comme je le disais tout à l'heure, dans leur famille, ils sont irréprochables, dans la société, ils sont irréprochables. Et on se connaît, disons. Mais il y a cette notion de discrétion qui fait que, cette notion qui fasse de telle sorte que, bon, moi je ne peux pas vous dire, hein, je ne peux pas vous parler d'un tel franc-maçon, non, non, non. Mais on ne parle que des francs-maçons, en fait, qui nous fréquentent. Vous savez, dans ce qu'on on entend, par exemple, je prends le cas de Brazzaville, mais il y a beaucoup de ces maçons qui ne fréquentent même plus les temples, ne fréquentent plus les loges, en fait. Donc, Des pour moi, déserteurs, on voulait dire des déserteurs, c'est ça? bon, beaucoup d'entre eux, dans les noms qu'on entend, beaucoup d'entre eux ne fréquentent pas la loge. Mais ce sont des frères qui ont reçu la lumière. Moi, je dois les appeler des frères. Peut-être que quand on se voit de temps à autre, bon, on se dit quand même que, bon, il y a quand même un comportement qu'il faut avoir à partir du moment où, à une étape de sa vie, on a pris un engagement. Parce que être maçon, c'est quand même un engagement. Être maçon, c'est un engagement. Est-ce qu'on peut être à la fois, j'allais dire, chrétien et franc-maçon? Ah, bien sûr, je vais vous donner l'exemple de notre premier grand maître, qui n'est autre que M. Dieudonné Antoine Ganga. Quand il a séjourné à Londres, plutôt à Washington, je suis venu quelquefois à Washington, mais il dirigeait la chorale de l'église catholique à Washington. On peut être franc-maçon, être athée, être chrétien. C'est ce que nous appelons la tolérance. La franc-maçonnerie, c'est le lieu de la tolérance où on accepte tout. Et c'est pour ça que un mot qui nous est cher, c'est l'humanisme. C'est-à-dire aller vers l'autre. Oui, mais vous parlez de Tu vis, l'humanisme, Joseph mais Badila, pardon de- de vous arrêter comme ça. Vous parlez de l'humanisme au Congo, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé, et vous le savez aussi, hein, beaucoup de choses se disent sur la franc-maçonnerie, notamment des crimes de toute nature, des comportements déviants, je l'ai dit tout à l'heure, des sacrifices humains. Ben, ça encore, vous allez nous dire s'ils ont tort de le penser. Mais c'est des petits constats comme ça qu'ils font, de savoir que dès lors qu'un membre de la famille intègre ou adhère, c'est des informations que l'on nous remonte tout le temps. Ben, on a connu un tel, on a connu un tel autre, mais dès qu'il a adhéré à la franc-maçonnerie, voilà. Après, il a commencé à avoir une série voilà, des décès de la famille, des sacrifices de ce genre, voilà. Monsieur Perrin, vous êtes un éminent journaliste. Je vous suis, surtout quand je suis à Paris. J'apprécie votre méthode de travail. J'apprécie la qualité de vos recherches. Monsieur Perrin, vous êtes à Washington. C'est le creuset de la maçonnerie. Allez dans les temples maçonniques. Allez dans toutes les librairies de Washington ou de New York, je ne sais pas dans quelle ville vous vous trouvez. Vous ne trouverez jamais le mot sorcier jamais dans aucun document de référence de la franc-maçonnerie. La sorcellerie, M. Perrin, n'existe pas en maçonnerie. Donc, on peut Et parler d'un d'ailleurs, moi, quand j'étais... détournement finalement Non, 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 d'idéologie, j'arrive. de Moi, quand doctrine. j'étais reçu maçon à Paris, dans les années 80, on ne recevait pas l'homme qui était sorcier et on ne recevait pas le communiste. C'est quoi à partir du moment où on vous reconnaît comme tel, on ne peut pas vous recevoir en maçonnerie. Par contre, nous sommes animistes, nous autres Africains. Tout le monde croit en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu? Parce que moi, quand je suis né, depuis le berceau, on m'a appris que j'existe parce que je viens de Dieu. Et donc, il n'y a pas une séparation, une rupture entre ce que je suis et ce que je veux être si je vais chercher la réalité par rapport à Jésus. Parce que nous travaillons sur Jésus. Peut-être que vous ne le savez pas. Jésus, pour nous,
pas sur le plan religieux, mais sur le plan du messager. Parce que ce qui nous importe, nous, c'est le message. Jésus est venu avec un message qui est fondamental pour le franc-maçon. Si vous n'aimez pas l'autre, le mot humanisme n'existe plus. Donc, c'est ça la réalité. Mais quand on parle de sorciers, ça n'existe pas chez nous. Monsieur Perrin, je puis vous dire, demandez à vos amis qui sont à Paris. Mais d'ailleurs, ce que je veux dire, vous savez, moi, comment je suis devenu franc-maçon? Moi, j'ai fait la presse. Moi, j'ai fait l'Institut de l'audiovisuel à Paris dans les années 68. Hein. Je suis, dès que je suis arrivé à Paris, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé au Grand Théâtre de France pour rechercher. C'est là où je me suis rendu compte que, contrairement à ce que j'apprenais à Brazzaville, ce n'est pas la sorcellerie, la franc-maçonnerie. C'est autre chose. C'est des valeurs, c'est des principes, comme je disais tantôt. Donc, Monsieur Perrin, vous êtes en Occident. Faites votre travail. Je sais que vous faites un travail de recherche. Allez faire la recherche. Le jour où vous trouverez un ouvrage maçonnique de référence qui traite de la sorcellerie, rappelez-moi, je viendrai causer avec vous. La maçonnerie n'existe pas en franc-maçonnerie. Mais ça, c'est la rumeur. Il faut faire la recherche. Quand vous avez parlé de mon ouvrage qui est là, mais jamais je ne parle de sorcier. Tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont en relation avec la qualité de vie, qui sont en relation avec l'humanisme, qui sont en relation, et je me pose la question, comment améliorer notre société? C'est ça qui doit être au centre d'un franc-maçon. C'est ça qui nous anime. Mais la sorcellerie, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est pas maçonnique ça. Hein. Mais bon, ce sont des rumeurs. Mais ça, moi, j'ai entendu ça depuis que Des j'étais rumeurs jeune aussi. Il y a, ou simplement un détournement de doctrine, ça peut arriver. Parce que ceux qui le font, ben, après, en fait, ils se prévalent être des francs-maçons. Et puis, on le voit hein, dans Brazzaville, tout le monde se connaît. C'est le moins qu'on peut dire. Tout le monde se connaît au Congo-Brazzaville. Et quand quelqu'un agit ou fait un certain nombre de choses, se comporte d'une certaine manière, tout le monde voit ce qui se passe. Probablement que c'est une mauvaise interprétation, mais ce que je venais d'évoquer, c'est des choses aussi que l'on vit au Congo-Brazzaville, qu'on voit, et ces gens-là sont parfois des formations, je ne sais pas, je ne dis pas seulement des formations, même chez les chrétiens aussi arrive, et les sacrifices, par exemple, rituels et autres, tout ça, ça existe. Et quelqu'un me posait d'ailleurs la question de savoir, mais c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, s'il y avait compatibilité entre les chrétiens et les francs-maçons. Vous m'avez dit, c'est possible, c'est faisable. Mais parce que dans le cadre de la culture, nous savons par exemple, Denis Sassou Nguesso est un Kani, un chef Kani en plus. Dans le même temps, il est grand maître de la loge. Et donc, étant aussi président de la République, donc en sa qualité de président de la République, tout ce qu'il fait a une interprétation. Soit comme qui dirait, dans le sens de la franc-maçonnerie, on peut interpréter ses actes par rapport à son titre de Kani, on peut interpréter aussi ses actes en sa qualité de président de la République. Vous voyez? Et là, souvent, c'est difficile à dissocier. il n'y a pas incompatibilité entre être franc-maçon et entre être, par exemple, une société. Bon, moi, je ne suis pas. La société caniste, j'en entends par les amis, par les écrits. Hein. C'est une société de sagesse. Et il ne peut pas y avoir une incompatibilité entre la franc-maçonnerie et un endroit où prédomine la sagesse. Bon, maintenant, ce qui se passe ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Alors, moi, je ne peux pas vous dire que ceux qui sont francs-maçons ne font. Pourquoi ils font des sacrifices? J'en ai pas les preuves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le maçon qui vient en loge. Nous avons une méthode. Nous faisons des planches sur la société. Quand vous parlez, par exemple, de la sorcellerie, il y a 10 ans de cela, nous avons tenu une conférence à Kinshasa. Parce que nous autres maçons de Brazzaville et de Kinshasa, nous voulions en quelque sorte faire une redéfinition de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, selon le milieu dans lequel vous vous trouvez, il y en a qui disent que les sorciers guérissent. Il y en a qui disent que les sorciers sont des jeteurs de sorts. Bon. Nous sommes retrouvés à Kinshasa.
avec des professeurs d'université, mais francs-maçons, pour redéfinir en fait le mot sorcellerie. Malheureusement, avec tous les problèmes que nos pays connaissent, nous avons suspendu les travaux, mais dans tous les cas, c'est un dossier que nous allons offrir pour redonner une définition à la sorcellerie. Est-ce que nous allons retenir la sorcellerie comme étant une définition telle qu'elle a été donnée par les Occidentaux, ou est-ce que nous pouvons rectifier cette définition et donner à la sorcellerie une définition qui corresponde à nos aspirations? Voilà. Mais je puis vous garantir, Monsieur Perrin, vous êtes à Washington, c'est un monde ouvert. Fouillez toutes les librairies, allez visiter le grand temple de New York ou de poser la question par rapport à la Oui, mais franc-maçonnerie. c'est Derrière la malheureusement, franc-maçonnerie américaine, malheureusement, elle est visible. malheureusement, monsieur Oui. Joseph Badilla, c'est une société secrète, donc on ne peut pas m'ouvrir les portes pour découvrir les secrets. C'est ça Non, qui non, est non, non, non. difficile, en Là, fait. la société, non, la Surtout qu'il y société a américaine le n'est pas secrète. symbole où si je trahis, bah, je Non, trahis le secret, non, 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 non. les gens meurent. Non, mais ça, c'est rituel, ça c'est rituelique. Mais je veux dire, la société, disons que la maçonnerie américaine, elle n'est pas secrète. Allez-y, fouillez, accédez aux documents. Trouvez-moi le mot sorcier et puis on en parlera. La sorcellerie Non, enfin, moi, quand je n'existe pas en parle de maçonnerie. sorcellerie, Joseph Badilla, il faut que je sois un peu précis là-dessus. Quand je parle de sorcellerie, moi, je me focalise d'abord sur la société congolaise que je connais assez bien. Et je Oui, sais les mais pratiques, ça n'a comment rien à ça se voir. passe, les sacrifices. J'en connais, j'ai des exemples. Et malheureusement, voilà pourquoi je posais la question, est-ce que c'est réellement dû à leur appartenance à la formation ou peut-être parce qu'ils peuvent appartenir à d'autres sectes aussi, sans le dire, c'est possible. Mais ces pratiques existent au Congo. Et quand Mais super. ça se passe dans des familles, des membres qui sont dans la loge, ben, très naturellement, les gens font voilà, ils font des rapprochements, des événements, des actes. Voilà pourquoi je Monsieur posais la Perrin, question, parce que vous avez parlé, mais la sorcellerie, c'est quand même c'est un grand sujet pour l'Afrique. Et c'est là où, quand je parlais de la compatibilité entre la franc-maçonnerie et la culture africaine, parce que la sorcellerie en Afrique, ce n'est euh, pas forcément aussi faire mal. La sorcellerie, c'est aussi protéger sa famille. Nous en avons connu dans nos familles. La sorcellerie, c'est beaucoup plus que ce que l'on pense de la sorcellerie. Et comprendre cette compatibilité entre la franc-maçonnerie et la culture africaine. Je peux prendre par exemple l'exemple de Nzobi, je ne sais pas si vous en savez quelque chose. On me rapportait une histoire du genre, quelqu'un qui avait opté pour le Nzobi, par exemple, ne pouvait pas être franc-maçon. non, non, mais vous êtes ouvert à moi, je vais m'ouvrir à vous, hein. C'est le principe du maçon, hein. On ne cache rien du tout. Moi, j'ai déjà écouté une planche sur l'Onzobi dans une loge maçonnique. C'est-à-dire que chez nous, c'est des traditions sur lesquelles il faut travailler. Bien au contraire, il faut faire de la recherche. Ça dépend de chacun, évidemment. Pour faire une planche sur l'Onzobi, c'est que vous avez pratiqué, ou au moins vous fréquentez l'Onzobi, hein, mais il n'y a pas d'interdiction chez nous. C'est ce qu'on appelle chez nous, quand tu deviens maçon, franchement, tout ce qui est de l'aspect métaphysique, ça relève de la personne humaine. C'est-à-dire que toi, tu es maçon. Moi j'ai écouté personnellement une planche, par exemple, sur le LEMA, qui est une société sagesse aussi euh, euh, chez nous. Donc, il y a aucune interdiction. L'interdiction provient de ce que s'il y a lorsque la société aujourd'hui est en train de se déshumaniser, on peut le dire, tout ce qu'on tout ce qu'on entend, les assassinats, ces fameux sacrifices. Eh bien, pour moi qui suis franc-maçon, je me pose la question, mais ça vient d'où? Mais M. Perrin, vous pouvez rester tranquille, ça ne vient pas des loges maçonniques. Ça n'a rien à voir, absolument. Ça n'a rien à voir. Merci Joseph Voilà. Badilla. Alors, on va terminer, c'est la dernière question, mais est-ce qu'il arrive lorsque, par exemple, un membre se comporte très mal, un comportement déviant, s'il faut le dire, c'est-à-dire qui, comme je le disais d'entrée de jeu, qui s'éloigne de vos valeurs, de vos principes, euh, que faites-vous de ce membre? Quelles sanctions, par exemple, pour le ramener à Vous l'ordre? savez,
peut être exclu de Le- la La, confrérie. la franc-maçonnerie, c'est comme tout corps constitué, c'est-à-dire un corps qui est organisé. Voilà, nous sommes un corps constitué avec une organisation, bien sûr. Et il y a le grand maître qui dirige ce qu'on appelle chez nous le conseil de l'ordre, ou alors un très grand, respectable frère qui dirige l'institution. Et il y a, comme dans la société civile, nous avons des structures qui s'occupent de la justice, qui s'occupent de la solidarité, etc., etc. Et donc, chacune des obédiences est indépendante. C'est une puissance maçonnique. Moi, j'appartiens à la maçonnerie libérale, par exemple. Mais cette maçonnerie libérale ne peut pas sanctionner un frère qui est, par exemple, à la Grande Loge du Congo ou à la Grande Loge en dehors de mon obédience. C'est pas possible. Donc, c'est le respect vraiment des règles, c'est le respect des institutions. Voilà. Mais ce que je voudrais dire ici, contrairement à ce qu'on apprend, moi je suis convaincu, M. Perrin, que la franc-maçonnerie est une voie qui va permettre, je suis convaincu, peut-être avec le temps, à ce pays de s'éclairer. Pourquoi? Nous sommes la seule organisation dans ce pays où les membres, où ces membres se réunissent au moins 2 fois dans le mois pour réfléchir sur la société. Dites-moi aujourd'hui, ici au Congo, où les jeunes gens s'abreuvent à la bière, quelle est la société qui réfléchit comme nous autres, tels que nous autres maçons, sur le devenir de cette société? Évidemment, évidemment, je disais, peut-être que il faut prendre, laissez-nous un peu de temps, peut-être pas ma génération, mais peut-être celle qui viendra. Vous savez, quand les hommes passent, la nation demeure. Et nous Voilà. autres maçons, nous œuvrons pour le long terme. Et moi, je suis convaincu, et c'est pour ça que d'ailleurs, depuis, malgré le temps que je suis franc-maçon, je n'arrête pas de fréquenter ou d'arpenter les loges. Parce que c'est là-dedans que l'homme se construit et c'est là-dedans que nous allons créer les conditions de notre propre émancipation. J'en suis convaincu. Et c'est pour ça que, d'emblée, au début de notre émission, je vous ai dit merci pour cette opportunité que vous m'offrez, parce que moi, je suis pour cette maçonnerie qui s'extériorise, qui ne se cache pas. Il faut dire les choses, il faut répondre à M. Perrin. Vous m'aviez posé là des questions pertinentes. Et je vous remercie aussi de la qualité de vos questions. Mais c'est vraiment sans embarras que j'ai répondu à vos questions. Je Parce que vous en j'ai prie. voulu être franc avec vous. Voilà. Et vraiment, je vous remercie. Bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, Joseph Badila, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien haut fonctionnaire au Congo-Brazzaville, écrivain prolifique, auteur du roman La franc-maçonnerie à l'épreuve des particularismes en Afrique. Vous avez aussi écrit l'ouvrage intitulé La franc-maçonnerie en Afrique noire, un si long chemin vers la liberté, l'égalité, la fraternité. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Vous l'avez probablement compris. Juste vous rappeler, des petits gestes qui comptent pour nous, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette interview. Cela nous aiderait bien entendu à parfaire notre référencement et atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Dites-nous également en commentaire ce que vous pensez du sujet que nous venons d'aborder avec Monsieur Joseph Badila. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.